depuis un demi-siècle maintenant que j'ai la chance d'être sur Terre. J'ai eu le temps de découvrir pas mal de choses, des choses admirables, des choses moins belles. Mais ma plus grande découverte, peut-être, ça a dû être... alors j'hésite entre le vélo et le caramel au beurre salé. Ça, c'est le gourmand qui parle. Donc, plus sérieusement, ma grande découverte, qui est survenue assez tôt dans ma vie, c'est la prise de conscience que l'homme, avec toutes ses capacités qu'il a développées, toute la technologie qui s'est mis à maîtriser au fil de son évolution, n'arrive pas pour autant à garantir son avenir sur Terre, et même au contraire, c'est cette même puissance technologique et ce développement extrême qui peut être un obstacle à la pérennité de l'humanité tout entière. Et je pense... alors j'ai une anecdote qui me revient à l'esprit, qui a marqué vraiment un point de bascule dans ma vie. Comme beaucoup d'enfants, j'ai été très marqué bien sûr par le milieu dans lequel j'ai grandi, et notamment par mon père, qui est un visionnaire et qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et ça te semble tout à fait insignifiant, mais à l'âge de 10 ans, j'ai participé à un concours de dessin. Et c'était l'époque où on parlait de l'an 2000. L'an 2000 qu'on s'imaginait, voilà, des gens qui allaient circuler en fusée dans les rues pour aller chercher leur pain, etc. Et dans ce cadre-là, une chaîne de supermarchés avait lancé un concours de dessin qui s'appelait « Dessinez votre magasin en l'an 2000 ». Et moi j'ai bondi sur mes feutres et mes crayons de couleur parce que j'ai toujours beaucoup aimé dessiner, et j'ai commencé à dessiner un truc effectivement plein de lumière, qui clignotait dans tous les sens, des enseignes énormes, un parking avec des fusées garées dessus et des êtres un peu extraterrestres qui se promenaient. Et mon papa qui passait derrière moi à ce moment-là a dit c'est marrant ta vision de l'an 2000, mais tu pourrais aussi bien mettre un étal de marché sous une toile de tente avec un cheval et des cagettes posées devant. Et sur le coup, je me suis dit, mais n'importe quoi, ça c'est encore une réflexion de vieux schnock. Et cette impulsion comme ça m'a amené à réfléchir à ça, et l'idée a germé en moi qu'effectivement, tout ce qu'on nous vend comme un futur ultra technologique, où effectivement on va se développer toujours plus, eh c'est finalement une vue de l'esprit. Ça peut être une imprégnation culturelle, et rien ne garantit que notre avenir ressemblera vraiment à ça. Et donc en creusant un peu et en discutant avec mon père et en cherchant autour de moi des pistes de réflexion par rapport à ça, j'en suis venu à penser à l'énergie. Effectivement, cette énergie dont on est extrêmement tributaire, et cet avenir high-tech et ultra-technologique repose entièrement sur l'énergie, et comme on sait que l'énergie est au cœur de nos problèmes, eh bien forcément ça peut inviter à remettre en question ce dogme de la science-fiction en fait, hein, qui a été beaucoup promu par le cinéma hollywoodien, et je ne boude pas le cinéma parce que j'aime ça aussi par ailleurs. Et donc d'une manière générale, je pense que j'ai conscience, peut-être un peu plus que la moyenne de mes semblables et de mes contemporains, que rien n'est garanti dans la vie, et la première condition de la vie sur Terre, c'est effectivement de prendre en compte tous les paramètres et de ne pas rester figé sur un fantasme ou sur une vision qu'on a développée à un moment donné parce que ça nous arrangeait de penser qu'on allait être toujours plus puissant et, voilà, toujours plus équipé, et que notre vie allait reposer sur des gadgets pour les millénaires à venir. Pour en revenir à ces questionnements durant l'enfance, j'ai un autre souvenir qui me revient à l'esprit. Dans les familles de mes copains de classe, de mon entourage, les héros c'était plutôt, on va dire, des sportifs renommés, des acteurs, Goldorak, voilà, des êtres, on va dire, très modernes, très puissants. Et chez nous à la maison, on avait l'habitude d'évoquer régulièrement un héros trop méconnu à mon avis, qui s'appelait Diogène. Diogène, c'était ce philosophe grec qui vivait dans la sobriété absolue, et dont on retrouve de plus en plus maintenant l'empreinte dans des démarches comme celle de la sobriété heureuse, les discours de Pierre Rabhi par exemple. Mais effectivement, dans la période où j'ai grandi, qui était vraiment une période encore juste avant le premier choc pétrolier, qui était une période de prospérité, de développement à tout crin, c'était franchement à contre-courant, effectivement, de se référer à quelqu'un qui prenait le dénuement et la simplicité. Et plus j'avance en âge et plus je vois comme le monde évolue, plus
plus je me dis que c'était très pertinent comme réflexion, et plus je me connecte à cette période de ma vie, et puis à ce Diogène qui a fait l'apologie déjà dans la haute antiquité d'une forme de dénuement, de sobriété qui devait permettre l'élévation de l'âme aussi, et de toucher aux choses essentielles. Du fait de cette imprégnation, de cet amour de la nature et des choses simples que j'ai pu vivre et ressentir dans mon enfance, j'ai spontanément été attiré vers des modes de vie, on va dire, peu tapageurs. Alors il y a peut-être là-dedans un petit côté d'austérité protestante aussi, puisque c'est ma culture et mes racines, mais d'une manière générale, à part à certains moments de l'adolescence où on a un petit peu envie de rentrer dans le moule et puis de briller peut-être de manière parfois un peu superficielle, mais d'une manière générale, j'ai pas été vraiment attiré par ni le pouvoir de l'argent, ni le fait de briller par les aspects matériels. Et du fait de cette réflexion aussi sur comment faire pour vivre le mieux possible, le plus longtemps possible sur Terre, avec connaissant les évolutions démographiques, et puis tous les enjeux sociaux, et en plus des enjeux environnementaux, mais tous les enjeux sociaux et matériels qui reposent sur nous, j'ai eu envie de me diriger vers un mode de vie le plus simple possible. C'est aussi une des raisons pour laquelle je suis revenu dans ma région, dans le berceau de ma famille, dans cette vallée de Münster que j'aime beaucoup, alors qu'avant j'habitais en ville, donc j'ai grandi à Strasbourg. Et on va dire que dans chacun des gestes du quotidien, j'ai pris l'habitude de me poser la question de l'influence que vont avoir ces choix, ou de l'impact que vont avoir ces choix, et sur ma propre vie, et sur mon écosystème direct, c'est-à-dire mon environnement, voilà, la collectivité dans laquelle je vis, et sur l'humanité de manière générale. Et j'essaye de ne pas en faire une idée fixe et une obsession, mais simplement peut-être un fil conducteur et on va dire une pensée qui peut me guider dans mes choix et mes réflexions. Et donc ça s'est traduit notamment par le fait d'habiter dans une maison avec l'impact environnemental le plus faible possible. Donc après avoir habité différents lieux que j'ai rénovés moi-même, et où on a progressivement introduit une meilleure performance énergétique et des énergies renouvelables, nous en sommes arrivés donc avec ma famille, qui maintenant se réduit surtout à mon épouse et moi, parce que les enfants sont grands, ils ont quitté le nid, mais on en est arrivé à construire en 2014 une maison autonome à base de paille, donc une maison en ossature bois où la paille joue le rôle d'un matériau de remplissage et d'isolation. Et c'est la maison dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Alors si l'habitat est un aspect important, parce que c'est l'habitat qui génère quand même une grande partie de nos besoins et de nos dépenses énergétiques, ce n'est qu'une facette bien sûr de cette intégration à l'écosystème humain et naturel. Et dans le domaine de l'alimentation aussi, on a l'habitude on va dire, de faire certains choix aussi et de prendre certaines positions. Et pour nous, ça a été d'aller progressivement vers une agriculture, vers la consommation de produits issus d'une agriculture respectueuse de l'environnement, bio, et en circuit court, donc en faisant des achats au marché, directement aux producteurs, et en transformant nous-mêmes à peu près tout ce que nous mangeons. Il est assez rare qu'on mange des produits industriels, ou en tout cas transformés par d'autres. En général, on part vraiment du matériau de base. Et ça a bien sûr plusieurs vertus. D'une part, ça permet de savoir ce qu'on mange et de manger sainement à un coût moindre, même si c'est une dépense de temps non négligeable, puisque pour transformer soi-même sa nourriture, c'est quand même peut-être 1 à 2 heures ou un peu plus de travail par jour. Mais ça permet aussi de maintenir nos corps en bon état de fonctionnement, puisque finalement une grande partie de l'activité que nous déployons dans notre société a pour fonction principale de remédier à tous les désordres qu'on a causés justement en voulant gagner du temps, en voulant gagner de l'efficacité. Et pour moi, ça a du sens de revenir à des choses simples pour finalement éviter la survenue des problèmes, plutôt que de chercher après à jouer aux pompiers et à éteindre des maladies, des épidémies ou des choses comme ça. Ce qui ne veut pas dire qu'on aura la chance d'échapper toute notre vie à des difficultés voilà, d'ordre médical ou sanitaire, mais pour l'instant, ça nous réussit bien, on se sent bien comme ça. Et toujours dans l'aspect alimentation, nous avons fait le choix aussi de ne plus consommer de viande.
Alors, on n'est pas des ayatollahs, c'est pas trop dans notre nature. D'une part parce qu'on est des bons vivants, et puis on aime bien aussi la vie sociale liée au partage des repas. Donc on ne refuse jamais de manger un plat qui a été préparé pour nous, surtout si ça a été fait amicalement, voire avec amour. Donc on mange de la viande quand on est invité, quand on participe à un banquet, parfois quand on est au restaurant. Mais chez nous, on a perdu l'habitude d'acheter et de consommer de la viande, puisqu'on sait que la viande a un impact colossal sur notre environnement par la quantité d'énergie et d'eau que nécessite l'élevage, et par les filières justement de nourriture des animaux d'élevage qui contribuent largement notamment à la déforestation et au flux de matière entre les continents. Dans le domaine du quotidien, les déplacements jouent un rôle aussi très important sur notre impact. Donc là, on peut dire qu'on se déplace le plus simplement possible. Donc le mode de déplacement le plus simple, c'est la marche. C'est je prends mes pieds, mes deux jambes et je vais du point A au point B. Après, on a parfois envie d'aller un petit peu plus vite. Donc dans la mesure du possible, nos déplacements se font à vélo. Donc de toute façon, pour tout ce qui est en ville, déplacement individuel et en train, donc les transports en commun sur les plus longues distances. Ce qui n'empêche pas que nous ayons un véhicule, parce que comme j'aime beaucoup bricoler, je transporte aussi pas mal de matériaux, des choses assez lourdes, mais j'essaie de restreindre l'usage du véhicule à moteur, justement pour tout ce qui ne peut pas être transporté facilement avec un vélo et une remorque, ou alors pour les transports longue distance, à condition qu'on soit plusieurs dans le véhicule, auquel cas ça devient plus ou moins du transport en commun. Mais je suis conscient que dans le quotidien de nos contemporains, c'est pas toujours facile à organiser. Ici, on vit en zone rurale. Le transport en commun fonctionne bien, heureusement, dans la Vallée de Münster, on a un train qui nous rend de grands services, mais ça fait peser sur nous certaines contraintes d'organisation, et je comprends que certains aient du mal à renoncer à leur véhicule individuel. Mais si on peut déjà éviter de les utiliser dans les villes, où ils sont les plus paradoxaux et les plus inadaptés, je pense qu'on a encore une belle marge de progression. Après, tant qu'à utiliser des véhicules, le débat des nouveaux véhicules et des nouveaux modes de mobilité revient régulièrement sur le tapis, et j'avoue que j'ai un petit peu du mal avec ce discours ambiant de dire on va tous rouler électrique et comme ça, voilà, on va prendre soin de l'environnement et il n'y aura plus de difficultés. Je pense que l'évolution vers laquelle il faut aller, c'est plutôt une évolution culturelle de renoncer au principe même du véhicule individuel, plutôt que de remplacer des véhicules individuels polluants et présentant certains défauts par d'autres véhicules individuels polluants et présentant d'autres défauts, quitte à ce que les nouveaux défauts soient à peu près aussi terribles, voire pires que les précédents. Je veux dire par là que si on se met tous à la mobilité électrique, ça va poser un problème énorme de ressources déjà pour fabriquer les batteries et puis de fin de vie pour s'en débarrasser, et ça va poser un problème de production électrique majeur, puisque si on rajoute encore maintenant on va dire dans les besoins énergétiques tous les besoins de mobilité, je pense qu'on n'a pas fini d'ouvrir des centrales nucléaires. À mon avis, l'humanité est un peu à un tournant de son existence, mais ça a toujours été le cas finalement. Je crois que toute notre évolution s'est faite par des réponses à des défis qui s'imposaient, toujours plus nombreux et toujours plus multiples. Donc ce qui attend l'humanité aujourd'hui, je pense, c'est la nécessité premièrement d'une prise de conscience, mais celle-là je pense qu'elle est vraiment en train de se faire, et je pense que collectivement on est vraiment en train de sortir du déni par rapport à cette période que j'évoquais tout à l'heure, où on pensait que la technologie allait régler absolument tous les problèmes et apporter une prospérité, un bonheur sans faille. Donc cette prise de conscience étant faite, je pense que maintenant il faut que nous imaginions collectivement les moyens de faire émerger ce nouveau monde auquel on aspire et vers lequel on tend, et trouver aussi la force et les moyens de renoncer à ce qui nous tire en arrière et ce qui empêche cette évolution de se faire. Et pour cela, je pense qu'il faut aussi des évolutions. Alors j'ai parlé avant des modes d'habitat, des modes de déplacement, des modes d'alimentation, mais ce qui est nécessaire aussi, c'est une transformation en profondeur de nos esprits et de notre façon d'aborder le monde, et de glisser progressivement d'un principe de prédation vers un principe de coopération, de synergie, d'équilibre. Et là, je pense qu'on peut vraiment parler d'une grosse évolution, voire même d'une révolution.
Je me méfie un peu du thème révolution, parce que comme le dit très joliment Marcel Pagnol dans La gloire de mon père, une révolution c'est un tour complet. C'est-à-dire ceux qui étaient en haut se retrouvent temporairement en bas, mais finissent par se retrouver en haut à nouveau, et ceux qui étaient en bas passent brièvement en haut, et finalement on remet tout à peu près dans l'état initial, avec juste on va dire du chaos et de la souffrance pendant une période de flottement. Donc la révolution ayant cet inconvénient majeur, effectivement, d'être un tour complet, je pense que l'évolution à laquelle on est appelé, c'est une évolution des consciences, et une évolution peut-être de la relation à soi-même et à l'autre, puisque même si individuellement notre impact est fort, si individuellement nous devons faire des choix, tout ça, ça n'a de sens que si ça s'inscrit dans une démarche collective. Avec cette chose qu'il faut qu'on ait présente à l'esprit, c'est que le fait que la nécessité d'évoluer soit collective, ça ne nous dispense pas, loin de là, de faire des choix individuels. Je pense aux nombreuses personnes qui ont tendance à dire « oui, mais quand tout le monde se mettra à changer et quand le monde deviendra plus vertueux, je le ferai aussi à mon tour et j'emboîterai le pas et je suivrai le mouvement ». Mais le risque d'une telle approche, c'est que ce déclic n'ait jamais lieu, puisque si on compte toujours, on attend toujours que le voisin ait changé pour changer soi-même, ça peut prendre un certain temps. Et donc j'ai continuellement présent à l'esprit ce mot de Gandhi qui nous invite à être nous-mêmes le changement, parce qu'on ne peut pas attendre des autres qu'ils fassent des choix que nous-mêmes n'avons pas l'énergie, le courage ou tout simplement le dynamisme d'opérer. Pour que ces changements puissent se faire collectivement, je pense qu'il faut aussi que le lien entre les individus fonctionne bien. Et j'ai du mal personnellement à croire à un monde qui irait bien sur le plan matériel, environnemental et technologique et qui irait mal sur un plan social. Je pense que nous sommes des êtres sociaux, l'homme est vraiment un être social, tout son développement, il est stimulé lors de son évolution par sa relation à l'autre et par les interactions qu'il peut avoir avec son milieu et avec ses semblables. Et je pense que toute évolution positive passe par une solidarité, une reconnaissance des besoins et tout simplement de l'existence de l'autre, et faire abstraction de ce qu'on n'a pas envie de voir et de raisonner juste à sa propre échelle ou à l'échelle d'un groupe humain qui n'est pas représentatif de l'humanité, je pense que c'est une démarche qui n'a pas d'avenir. Et ça pose clairement aussi la question des évolutions politiques et de la façon d'appréhender le monde. Pour moi, sur Terre, dans le modèle capitaliste, on a été longtemps sur un modèle de gagnants et de perdants. Il y a des gagnants, il y a des perdants, donc à chacun de faire en sorte de compter parmi les gagnants et de ne pas trop regarder ce qui se passe du côté des perdants. Moi je pense qu'on est solidaire sur Terre, la Terre c'est un grand bateau, et si on n'arrive pas à trouver d'équilibre et à résoudre les problèmes ensemble, on n'arrivera jamais à quelque chose de stable et de durable. Un exemple flagrant en ce moment, c'est les inégalités nord-sud. Il serait illusoire de dire qu'au nord, on va devenir plus vertueux grâce à une croissance qu'on aura gentiment repeinte en vert, et que, ma foi, ceux qui ont eu la malchance de naître dans l'hémisphère sud devraient gentiment mourir sur place sans trop se faire remarquer, sans trop faire de vagues, et surtout pas venir nous envahir nous pour remettre en question les modèles de société qui ont créé ces déséquilibres et qui ont généré cette fracture à l'échelle de la planète. Donc de toute façon, si on s'entête, l'histoire se chargera de nous rappeler que voilà, qu'on est tous, on est 7,8 milliards de frères et sœurs en humanité, et que en laissant 95% sur le bord du chemin, les 5% qui arrivent à tirer leur épingle du jeu n'ont que très peu de chances d'atteindre une qualité de vie, ou en tout cas une satisfaction et un bonheur durable. Donc ce changement intérieur, en fait, il est lié à ce qui fait notre humanité, je pense. Déjà, la perception de l'autre, l'empathie, l'accueil de la différence et de ce que chaque
humaines et humains vivant sur Terre à de magnifique et même de sacré, sans vouloir forcément rentrer dans une approche chrétienne, mais la plupart des spiritualités au monde reconnaissent une part de sacré dans chaque être qui peuple la planète. Et donc partant de là, si on est dans cette empathie, dans cette volonté de respecter l'autre, qu'il soit humain ou non humain d'ailleurs, ça vaut aussi pour les espèces animales, végétales et pour toute forme de vie sur Terre, je pense qu'on est prêt à effectivement amorcer ce changement, non pas pour soi-même et pour conquérir une vie meilleure pour soi, mais simplement pour que la vie autour de nous reste agréable et reste belle. Parce que je ne m'imagine pas du tout, moi, dans une espèce de forteresse dorée défendue par des miradors et des milices privées où les 3/4 de l'humanité meurent de faim et de soif tout autour. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas tenable, ni humainement, ni philosophiquement. Et après, pour que ce changement intérieur puisse s'interconnecter finalement, que ces personnes qui incarnent le changement puissent avoir une action collective, se pose toujours la question de que pouvons-nous entreprendre? Est-ce qu'il faut secouer? Est-ce qu'il faut avoir des actions, on va dire, énergiques, voire violentes pour faire bouger les choses? Alors j'ai amorcé une réponse en parlant de Gandhi qui dit « Soyons nous-mêmes le changement ». C'est vrai que l'action collective passe souvent par des phases peut-être de revendication, d'insatisfaction, mais j'ai toujours été assez interrogé, voire distant par rapport à ça, puisque je considère que il faut que le bénéfice d'une action soit globalement positif. Si on arrive à un résultat, mais que le processus qui a permis d'atteindre ce résultat a finalement généré autant de destruction et d'effets négatifs que la situation initiale qu'on a décriée, qu'on a voulu combattre, je pense qu'on est passé à côté de l'objectif. Et donc en tant qu'idéaliste, puisque je suis un idéaliste, je pense qu'on devrait pouvoir trouver d'autres moyens que des actions violentes. Et j'ai une certaine, pas résistance, mais réticence, le mot est mieux choisi, une réticence par rapport à la fronde, donc au fait d'ériger des barricades et de chambouler les pouvoirs en place, pour deux raisons. La première, c'est que si on s'en prend au pouvoir en place et qu'on cherche à le mettre à terre, on considère implicitement que ce pouvoir en place est la cause de nos difficultés. Et déjà là, j'ai une première réticence, puisque la cause de nos difficultés, c'est peut-être la somme de nos comportements individuels. Le pouvoir en place n'étant que le reflet, que l'outil dont on s'est doté finalement pour faire fonctionner notre collectif. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, je pense qu'il faut tendre de plus en plus vers l'éradication de toute forme de violence. Et la violence sociale, même si elle repose sur une colère légitime, même si elle repose sur une aspiration à un monde meilleur, est une forme de violence. Et donc j'espère qu'en élevant notre niveau de conscience et notre capacité à coopérer, on saura trouver des chemins qui ne soient pas destructeurs et qui ne fassent pas de victimes, même parmi les personnes qui luttent à nos côtés. Et donc j'en viens forcément à penser à un récit que j'ai intégré dans un de mes romans, Le Cri du Colibri, où un effondrement se produit suite à des troubles sociaux générés à l'origine par un crash boursier, donc qui entraîne effectivement des pénuries, une grande frustration chez les gens, et les gens descendent dans la rue, se mettent à tout casser, et en cassant tout ce qu'il y a autour d'eux par l'effet d'une colère légitime, on va dire, ils détruisent aussi tout ce système sur lequel repose notre survie collective. Et c'est une fois que ce système est détruit qu'ils voient aussi tout ce que le système leur a amené et tout ce qu'ils ont perdu en le détruisant. Donc voilà, plutôt que de détruire pour reconstruire, c'est d'ailleurs d'une manière générale mon fonctionnement, y compris à échelle individuelle, je suis plutôt pour la transformation et l'amélioration patiente, petit pas après petit pas et tentative après tentative. Et pour mener à bien cette transformation, je compte sur une énergie très importante selon moi et sur laquelle on fonde une grande partie de la réflexion dans les mouvements de transition, qui est l'intelligence collective. Puisque les compétences dont je ne dispose pas moi-même sont certainement présentes chez quelqu'un de mon entourage, proche ou moins proche. Et si on arrive à faire jouer effectivement et à faire émerger le meilleur
de chacune de nos vies, ça permet à l'échelle collective de construire des choses absolument extraordinaires et d'apprendre à fonctionner ensemble de manière démocratique, respectueuse et voilà, dans la coopération. Alors, quel frein à cette intelligence collective dont on a tant besoin pour trouver des solutions ensemble? Ce qui m'apparaît à moi, c'est que un des travers récurrents de l'homme, qui l'empêche justement d'aller vers l'autre et de pratiquer la coopération, c'est le jugement. Le jugement et la stratification, le fait de mettre des gens dans des cases et de hiérarchiser entre des personnes qui sauraient ou seraient compétentes pour apporter leur contribution à l'effort collectif et d'autres qui auraient moins de valeur ou qui n'auraient rien à partager, rien à apporter. C'est même parfois l'impression qu'ont certaines personnes qu'on entend qui disent « Ah mais moi je suis capable de rien faire, moi j'ai rien à apporter aux autres, je n'ai pas de valeur, pas de compétences ». Et donc je pense qu'il est vraiment temps pour que ce monde nouveau puisse émerger, de sortir du jugement et de sortir de cette condescendance ou de ce mépris qu'on peut avoir d'une catégorie sociale à l'autre, qui sont uniquement prétexte on va dire, à des oppositions et éventuellement même à des heurts. Au cœur de cette transmission un petit peu qui semble presque inéluctable de ces jugements permanents qu'on laisse s'imprégner en nous, il y a la pédagogie et notamment la nécessité de plus en plus de tendre vers une pédagogie bienveillante qui laisse une place à chaque individu, quelles que soient ses aspirations, quels que soient les talents qu'il a ou qu'il n'a pas d'ailleurs, et quelle que soit la direction qu'il souhaite prendre dans sa vie. J'ai été très marqué aussi dans ma jeunesse par la découverte, ça a été une grande découverte, que certaines professions, certains chemins de vie sont très bien considérés et d'autres ne le sont pas du tout, bien qu'étant, à mes yeux, à moi, tout aussi nécessaires et tout aussi utiles. L'exemple type, c'est le mépris qu'on a pour les métiers manuels et pratiques. J'ai la chance énorme dans ma vie de pouvoir allier des aspects très cérébraux qu'on pourrait qualifier d'intellectuels dans mon travail d'écriture, voilà, dans la démarche associative, dans mes réflexions citoyennes, avec des choses très concrètes. J'ai construit ma maison, je répare des tas de choses, je bricole mon vélo quand c'est nécessaire pour pouvoir continuer à l'utiliser. Et donc j'ai pu ressentir, mais vraiment de manière très forte et très concrète, à quel point on a besoin, on peut pas toujours cloisonner et séparer les compétences humaines. Ça c'est un héritage de Descartes, du cartésianisme, qui est vraiment classique, où on voudrait aller vers la spécialisation des individus pour que chacun dans son domaine soit le plus pointu et le plus compétent possible, avec le risque énorme de semer la zizanie et la discorde, et que bien qu'étant extrêmement compétent, on ne sache plus profiter des apports des uns et des autres. Alors c'est vrai dans les aspects sociaux, démocratiques notamment, mais c'est vrai aussi dans une entreprise ou dans une démarche humaine quelle qu'elle soit associative, qu'elle soit technologique. Si on a du mépris pour ce que peuvent faire observer ou amener d'autres personnes qui ont d'autres compétences que les nôtres, eh bien forcément, à un moment donné, on va se retrouver isolé et on va être confronté à un problème qu'on ne saura pas résoudre. Donc d'un point de vue pédagogique, je souhaiterais que le système d'enseignement, qui est d'ailleurs une des très belles réalisations à mon avis de notre République, puisqu'on a la chance d'avoir un système ouvert à tous, sans considération de revenus financiers ou d'appartenance ethnique, culturelle ou sociale, que ce système-là puisse effectivement donner une place à chaque être et lui permettre de découvrir et de développer les compétences qui vont l'aider à cheminer dans la vie, sans placer d'emblée, comme ça se fait actuellement, on va dire une hiérarchie entre des tâches réputées nobles, en gros un parcours type grandes écoles, voilà, activités tertiaires, et des tâches moins nobles réservées aux enfants qui ont connu l'échec et qui n'ont, entre guillemets, pas grande valeur d'un point de vue scolaire.
et qui condamne beaucoup de gens à subir leur métier au lieu de l'appréhender, de le découvrir avec enthousiasme et passion. Eh bien, ils sont relégués dans des espèces de voies de garage. Et l'image que j'aime employer par rapport à ça est forcément parlante. Moi, si un jour j'ai un écoulement de toilettes, alors avec les toilettes sèches c'est difficile, mais on va dire que c'est des toilettes à eau, un écoulement de toilettes bouché, ça me fera une belle jambe d'avoir comme voisin de palier d'un côté un chercheur en physique nucléaire et de l'autre côté un agrégé de philosophie. Je pense que si je peux trouver autour de moi une personne qui aura la compétence nécessaire pour éventuellement couper le bout de tuyau incriminé puis en remettre un autre à la place, je pense que ça sera un grand soulagement pour moi, et ça serait bien qu'on ne perde pas cette chose de vue, c'est que chacun a un rôle à jouer, il y a de la place pour tout le monde, et il n'y a pas de sous-métier, disait-on. Parfois, certains vieux proverbes peuvent avoir une certaine, on va dire, un certain impact et puis une certaine vérité. Et voilà, donc je souhaite que parmi tous les jeunes qui sont sur Terre actuellement, chacun puisse trouver une voie où il se sentira utile et où il pourra agir en donnant du sens à ce qu'il fait. Alors, parmi les grands défis qui s'imposent à nous collectivement pour les décennies et les siècles, et pourquoi pas peut-être même les millénaires à venir, je pense que parmi les tout premiers, il y a les enjeux énergétiques, puisque notre société, le fonctionnement de notre société repose entièrement sur la consommation d'énergie et sur l'extraction, je ne dissocie pas forcément les deux, l'extraction des ressources naturelles et donc la production de déchets. Ça, ce sont les aspects, on va dire, plus techniques. Un autre aspect fondamental me paraît être l'aspect démographique, donc la façon dont on va habiter la Terre et dont on va pouvoir trouver un équilibre pour maintenir notre impact à des niveaux acceptables. Et corrélé à ces questions démographiques, je pense qu'il y a la question sanitaire qui se pose de manière vraiment puissante actuellement. Alors les aspects techniques et technologiques me semblent être à la limite les plus simples à aborder. Alors je ne dis pas qu'on va trouver comme ça demain matin au réveil une énergie entièrement propre, entièrement renouvelable, disponible de manière infinie, qui nous permettra de poursuivre sur notre même mode de vie et de développement. Mais je pense que si nous sommes prêts à faire évoluer nos modes de vie et de consommation, les solutions actuelles, au lieu de n'avoir que quelques années d'espérance de durée, pourraient apporter un certain confort sur un terme beaucoup plus long. Et là, je reviens à une notion que j'ai abordée rapidement tout à l'heure, qui est celle de la sobriété heureuse, la sobriété volontaire. Donc dans la société de consommation telle qu'elle s'est développée depuis, on va dire, la révolution industrielle, mais surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle, on nous a présenté l'accès aux biens de consommation comme une condition absolue du bonheur et surtout comme une chose incontournable et nécessaire à l'homme. Et si on est capable de prendre un petit peu de recul avec ça et de se contenter de profiter des choses vraiment nécessaires ou très utiles, je pense qu'on peut déjà se laisser une bonne marge de manœuvre et se laisser un peu de temps devant nous pour respirer. Je pense notamment à l'usage qui est fait des objets. À chaque besoin humain correspond un outil ou un objet qui va lui permettre de répondre à ce besoin. Et parmi toutes les possibilités, les façons de répondre à ce besoin, il y en a qui sont très consommateurs en énergie, qui sont très consommateurs en ressources naturelles, et il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Pour prendre un exemple tout simple de la vie quotidienne, se déplacer. Tous les jours, on est amené par exemple à emmener les enfants à l'école, aller à 1 km on va dire, ou 1,5 km de la maison. Eh bien, on peut éventuellement, si on va au bout du bout de l'extrême, on peut faire appel à un hélicoptère qui va venir se poser devant la maison et qui va élitreuiller voilà, les enfants, qui va les déposer. Là, c'est un peu une blague, mais on peut prendre, effectivement, on peut utiliser un véhicule qui pèse 1,5 tonne et qui consomme voilà, une énergie phénoménale.
Tout ça pour faire un parcours en plus où l'usage de ce véhicule ne va pas être adapté du tout et on va entrer en conflit avec d'autres qui font pareil. Ou alors on peut aller vers des solutions plus simples, on peut se déplacer à vélo, on peut se déplacer à pied, ce qui donne en même temps l'occasion de voir le temps qu'il fait peut-être, de sentir passer les saisons, d'avoir pourquoi pas un échange pendant le temps du trajet, de partager voilà, peut-être un émerveillement sur le monde qui nous entoure. De la même manière, si on a besoin de s'habiller, eh bien, on peut acheter très souvent des vêtements neufs à la mode, de la marque qui va bien, qu'on va après transformer en déchets, qu'on va jeter à la poubelle. Ou alors, on peut effectivement posséder moins de tenues, les faire durer plus longtemps, les entretenir, pourquoi pas les réparer si c'est une petite couture qui lâche ou qu'il y a un bouton qui manque sur la chemise. On peut utiliser des vêtements d'occasion, puisque effectivement, forcément, on a tendance à se débarrasser des vêtements bien avant qu'ils soient usés, donc on peut en faire profiter d'autres personnes, etc. Il y a plein de petites choses comme ça où en changeant simplement le regard et les habitudes, on peut vraiment aller vers plus de simplicité et moins de charges financières aussi, puisque cette course en avant du toujours plus, elle a des implications assez terribles, pour ne nommer que celle-là, le crédit, éventuellement le surendettement, du coup le manque de temps, puisque comme il faut effectivement travailler plus pour gagner plus, salut Nicolas, il faut consacrer moins de temps à sa famille, à ses loisirs, à la réflexion, à la lecture, à la méditation, que sais-je, parce que ce temps-là, il faut vite passer pour sauter dans la bagnole et aller se jeter dans les embouteillages pour aller chercher les enfants ici, faire les courses là-bas, consommer dans la grande distribution des produits suremballés qui viennent de très loin, etc. Donc si on pouvait avoir un peu plus de discernement par rapport à ça, je pense qu'on gagnerait énormément en confort de vie. Ça, c'est pour les aspects technologiques. Après, je ne boude pas entièrement la technologie et la recherche. Je suis bien content de pouvoir, par exemple, produire mon électricité moi-même au moyen de panneaux solaires que je serais totalement incapable de fabriquer moi-même. Je suis content de m'éclairer quand il fait nuit le soir pour lire mon bouquin. Là aussi, si les énergies sont utilisées à bon escient, il faut actuellement très peu d'énergie pour allumer de l'éclairage, pour faire fonctionner des petits outils. Si on n'a pas une maison entièrement connectée et ultra sophistiquée avec un réfrigérateur qui contient des centaines de litres et qui fabrique de la glace H24 même quand on n'en a pas besoin, je pense que là aussi on peut se laisser un petit peu de marge. Si on peut utiliser des outils simples à la cuisine, préférer, je sais pas, une râpe à main plutôt qu'un robot, voilà. Avec le risque, en tenant ce discours, on peut vite basculer dans la caricature et un interlocuteur pourrait être choqué par ce propos et dire qu'en gros, on cherche à revenir au temps des cavernes. Alors vous, je sais pas, mais moi, je suis très content de la vie que j'ai aujourd'hui et je me vois pas du tout vivre tout nu, à quatre pattes dans les bois, à manger des racines et à brouter de l'herbe. Et c'est justement la raison pour laquelle je souhaite tendre vers cette sobriété, parce que c'est en tirant sur la ficelle que la ficelle casse. Et si un jour la ficelle casse, il se pourrait malheureusement qu'on soit amené à revenir à des modes de vie beaucoup plus rustiques et beaucoup moins confortables. Et plutôt que d'abuser jusqu'au point de fracture ou de bascule, vous savez, c'est l'histoire du type qui marche sur une planche posée sur un rondin. À chaque pas, il dit non mais ça va, c'est stable, je peux continuer. Et il se pourrait qu'il vienne un jour, un moment où on va faire ce pas et où la planche va basculer. Et là, si on ne s'y attend pas et qu'on pose le pied sans discernement, on pourrait passer par une période de grande instabilité. Cela dit, pas du tout dans l'idée de développer de l'angoisse ou de la panique, mais juste pour être conscient des choses et pour se rendre compte que moins on ira dans le mur, pied au plancher, plus on a de chance que ça se passe bien. C'est vraiment un pari que je trouve très important pour l'avenir. Donc là, j'ai parlé des aspects techniques, technologiques. J'ai aussi parlé des aspects démographiques. Le fait de vivre aussi nombreux sur Terre, ça pose forcément des questions quant à notre mode de vie. Et les deux sont complètement corrélés. J'ai tendance à penser que la Terre, et je ne suis pas le seul à le penser, hein, je suis spécialiste de rien d'ailleurs, hein, ce sont des réflexions que j'ai eues d'une part, mais c'est aussi ce que j'ai pu glaner à droite ou à gauche en lisant des auteurs comme Pablo Servigne ou d'autres.
Bien sûr, le nombre d'humains sur Terre augmente de façon colossale. Hein. L'humanité a doublé en effectif depuis que je suis sur Terre. Donc à l'échelle de 50 ans, c'est absolument énorme, c'est un phénomène sans précédent. Mais la vraie question n'est pas combien sommes-nous sur Terre, mais c'est quel est l'impact de chaque personne qui vit sur Terre. Parce que si l'impact de chaque personne qui vit sur Terre double ou triple, on aura beau être la moitié moins, on n'aura rien réglé, au contraire. A l'inverse, si l'impact de chaque terrienne, de chaque terrien est divisé par 3 ou 4, eh bien on pourrait se permettre d'être le double et on gagnerait encore largement en confort et en qualité de vie tout en épargnant les ressources. Donc c'est pour ça que je pense que cette sobriété heureuse, qu'on peut vraiment mettre en pratique au quotidien, est une solution aussi par rapport aux défis démographiques. Et si on creuse les inégalités, comme je l'évoquais avant, et qu'on donne l'impression à nos frères et sœurs du Sud que le seul salut possible, c'est de trouver une place dans l'hémisphère nord et de rentrer dans ce mode de vie et d'atteindre le même niveau de prospérité et de consommation, on se condamne forcément à l'échec, puisque effectivement, si on ne partage pas et si on ne fait pas preuve de modération et de sobriété, on ne pourra effectivement pas permettre à 7,8 milliards d'humains de vivre comme des Américains, ou même comme des Européens, ou même comme des Méditerranéens. Donc voilà, on a le choix. Soit il faut réduire le nombre d'humains sur Terre, et là je pense que ça ne va pas être beau du tout. Ça se fait déjà, on va dire, assez largement par toute une conjonction de phénomènes, mais s'il faut en faire une entreprise consciente, délibérée et généralisée, ça va pas être très propre. Et donc moi je souhaite plutôt que par une modération volontaire et naturelle, on puisse conserver à chaque être humain le droit de consommer au moins une partie de ce que nous-mêmes nous consommons, au moins à l'échelle de ses besoins réels. Je trouve vraiment affligeant qu'au XXIe siècle, une grande part de mes semblables n'ait pas accès à de l'eau potable, n'ait pas accès à un minimum de confort pour se loger avec leur famille, n'ait pas accès à un minimum de ressources, y compris les ressources provenant de leur propre pays. Je pense notamment au sous-sol de l'Afrique, qui nous fournit de l'uranium, qui nous fournit des terres rares, qui nous fournit des métaux précieux, au prix d'une qualité de vie abominable pour les personnes qui en assurent la production, l'extraction et la commercialisation. Et ce sont les personnes qui gâchent leur santé, finalement, à mettre à notre disposition ces ressources qui en bénéficient le moins. Et ça, je crois que c'est un des grands scandales de l'humanité actuellement. Sur le plan sanitaire, forcément c'est lié aussi au plan démographique, je me sens très interpellé par l'évolution de la médecine et la façon en fait, dont on envisage la santé. Dans nos sociétés occidentales, on envisage la santé non pas comme le maintien sur la période la plus longue possible d'un équilibre permettant à l'individu de vivre correctement, mais comme à tout un arsenal de mesures technologiques pour lutter contre des maladies et contre des organismes non humains. Je trouve ça préoccupant pour différentes raisons, parce que nous sommes des êtres extrêmement complexes et à mon avis, plus les choses sont complexes sur Terre, plus elles sont fragiles. On le voit de nos sociétés, on le voit de nos organisations économiques, et on le voit aussi de notre organisme. Je pense qu'une simple bactérie, un simple virus, ou un être unicellulaire est beaucoup moins susceptible de développer des complications dans son fonctionnement qu'un être aussi complexe, on va dire développé, même si je manipule ce mot avec beaucoup de prudence, que ne l'est l'être humain. Et l'être humain, au fil de son évolution, a perdu des capacités aussi élémentaires que de vivre dans le milieu qu'il a vu naître et se développer, a perdu la capacité à se maintenir en bonne santé, à se régénérer, et compte toujours plus sur un arsenal technologique pour simplement continuer à exister. C'est, à mon avis, assez préoccupant parce que tout cet arsenal repose sur justement un nécessaire recours à la chimie, notamment à l'énergie, aux énergies fossiles et autres,
pour pouvoir être mis en œuvre. Et donc si à un stade ou à un autre, toutes ces ressources qu'on mobilise venaient à se raréfier ou à tarir, je pense qu'on perdrait jusqu'à notre capacité à rester en vie. Je pense aussi notamment à l'enfantement. L'enfantement qui devient un acte extrêmement médicalisé et technologique. Je me pose la question tout simplement, est-ce que mes filles, est-ce que mes petites filles, est-ce que mes arrière-petites-filles, si j'en ai un jour, auront la capacité à mettre au monde des enfants, simplement pour continuer l'humanité, si elles n'ont pas accès à un hôpital avec un service de réanimation, d'anesthésie, de chirurgie. Voilà. Je pense aussi à l'évolution de toutes les souches virales et bactériennes. Donc je disais que ces êtres extrêmement simples qui se reproduisent très vite ont la capacité d'évoluer très rapidement et à s'adapter à toutes les contraintes que ces êtres subissent, à commencer par les agressions qu'on leur fait subir, nous, par les traitements médicaux. Et alors j'ai jamais été, voilà, ça fait très loin, je m'en rappelle pas vraiment, j'ai jamais été un virus, mais j'imagine que si j'étais un virus et qu'on entrait en guerre contre mon espèce, j'aurais tendance à développer tous les moyens à ma disposition pour maintenir, pour garantir ma pérennité et celle de ma descendance. Et je pense qu'un virus a pour ça beaucoup plus de capacité d'adaptation et de réaction qu'un être complexe comme l'être humain. Et donc je pense que le fait d'être toujours dans un rapport de force, qu'on voit à l'œuvre d'ailleurs dans d'autres domaines, aussi bien politiques que sociaux, mais là c'est dans le domaine sanitaire, le fait d'être toujours dans un rapport de force et de chercher à détruire certains éléments de l'écosystème dans lequel on évolue, à mon avis, est dangereux, comme de chercher à détruire une ethnie, comme de chercher à détruire une culture, comme de chercher à détruire des êtres, quels qu'ils soient. Et donc j'en reviens à cette question de l'évolution sanitaire de l'humanité. Je pense que là aussi, il faut faire preuve de discernement et de sobriété. Et le fait de compter sur une puissance de frappe toujours plus forte de la médecine, que ce soit des antibiotiques, de la stérilisation ou d'autres démarches qui permettent de faire reculer les maladies, c'est un pari très risqué. Et je ne suis pas sûr que ça soit un pari très cohérent ni très raisonnable. Alors heureusement qu'on a fait d'énormes progrès, heureusement qu'on a réussi à éradiquer des maladies terribles comme la peste, le choléra, d'autres épidémies, mais il ne faut pas perdre de vue que la meilleure garantie pour notre avenir, c'est notre capacité à faire face aux attaques extérieures par les ressources qui sont les nôtres, un corps sain, une hygiène de vie, de la prudence élémentaire. Actuellement, face au coronavirus, on voit que les déplacements transcontinentaux sont des vecteurs de propagation fabuleux pour des virus. On peut faire le parallèle avec l'impact carbone de ces mêmes déplacements transcontinentaux, de l'activité. Comment se fait-il qu'autant de personnes issues de notre Occident soient présents dans des pays asiatiques? C'est aussi parce qu'on y a délocalisé une grande partie de nos savoir-faire, de nos technologies, en privant les travailleurs locaux de leurs sources de subsistance. Et donc on s'est implanté là-bas, donc on y fait des voyages, on y va constamment, on en va, on revient, on transporte les gens, et en même temps, on transporte les maladies, on transporte les virus. Et tout ça, ça fait partie d'une espèce de mondialisation exponentielle qui, d'un point de vue sanitaire, pose aussi de grosses questions à mon avis. Selon moi, la valeur qui doit sous-tendre toute notre existence, et donc tous nos comportements, tous nos choix, c'est une valeur qui a été beaucoup développée par Albert Schweitzer. D'ailleurs, on est ici à quelques milliers de mètres de l'endroit où il a vécu une partie de sa vie, donc à Günzbach. C'est cette notion de respect de la vie, de respect absolu et inconditionnel de la vie. Toute forme de vie doit être respectée. Et je parlais avant de la médecine, qui consiste à détruire certains organismes au moyen d'un arsenal technologique, chimique ou autre. Eh bien, c'est cette démarche de tuer cette forme de vie qui ne nous arrange pas, qui est contraire, tout à fait d'accord à nos intérêts et à notre bien-être, c'est toutefois une agression contre la vie avec un grand V. Et
On pourrait aborder à ce moment-là la notion de karma aussi, et je pense que tout ce qu'on fait à d'autres êtres que soi, on est appelé à en subir, sinon les conséquences, en tout cas les effets, ou peut-être même les contreparties. Et donc, je pense que dans l'ensemble de l'activité humaine, il faut toujours chercher l'impact le plus faible. Alors bien sûr, quand on a envie de faire changer les choses, on aimerait avoir un impact fort. Moi, quand j'écris un livre, j'aimerais qu'il soit lu, j'aimerais qu'il soit partagé. Donc quelque part, je cherche à avoir un impact fort. Mais si cet impact doit être une déstabilisation ou doit provoquer des dégâts collatéraux, je pense qu'il faut effectivement peut-être repenser ça et essayer de minimiser cet impact. On a abordé en off la question notamment de la justice, de la science, de la pédagogie, donc tous ces aspects qui régissent nos vies. Si on les aborde, comme je le disais à l'instant, avec cette idée du respect de la vie, je pense que on minimise le risque de commettre des dégâts irréparables. Je m'explique. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et tant qu'on ne détruit pas la vie, tout reste réversible. Et les phénomènes qui m'inquiètent le plus quand je regarde autour de moi sont les phénomènes irréversibles ou sur des cycles extrêmement longs. On parlait de l'énergie tout à l'heure et de cette énergie nucléaire qui nous a été vendue et présentée comme une énergie d'avenir, propre, inépuisable, alors que l'uranium ne l'est pas, mais je ne vois pas comment l'énergie pourrait être inépuisable si le combustible ne l'est pas. Là, on est confronté effectivement à des impacts très longs et donc à une incidence sur la vie qui est énorme. Quand on enfouit des déchets, eh bien, on condamne non pas une génération, ou deux, ou 5, ou 10, mais peut-être 150 ou 200 générations à vivre avec quelque chose qu'on leur a flanqué dans les pattes, qu'ils n'ont pas demandé, qui n'auront pas forcément les moyens que nous avons aujourd'hui pour le gérer, l'enfouir, le transférer, le réemballer, que sais-je. Et donc, pour moi, c'est une forme d'atteinte à la vie. La vie est cyclique. Voilà, chaque chose apparaît, se développe, se dégrade et disparaît, et réapparaît sous une autre forme ou dans autre chose, ou se régénère. Et dès qu'on est sur des processus qui deviennent linéaires, eh bien, on est dans des démarches anti-vie. Et donc la science a peut-être cette grande faiblesse, à mon avis, d'avoir perdu, justement, grâce à sa puissance qui donnait l'impression de ne plus être tributaire de ces cycles-là, elle a développé une espèce de fantasme de toute puissance qui nous fait oublier qu'on est cyclique, que tout est cyclique, l'homme comme toutes les ressources qu'il utilise, et qu'on ne peut pas s'affranchir de cette vérité universelle. Et j'ai en tête à ce moment-là un mythe très fort qui est celui de l'apprenti sorcier. Je pense que l'homme se comporte depuis qu'il est sur Terre comme un apprenti sorcier qui se grise de chacune de ses découvertes, de chacune de ses conquêtes, et se précipite immédiatement dans une autre découverte encore plus lourde de conséquences et encore plus génératrice d'impact, et en perdant de vue justement cette nécessité de préserver le tout. Et ça, c'est généré, comme je disais tout à l'heure, par ce cloisonnement et cette spécialisation. J'ai toujours un mouvement de recul par rapport à toutes les personnes qui se présentent comme des spécialistes. Je suis admiratif de leur capacité à acquérir des connaissances très pointues et très précises et très efficaces dans le domaine qui est le leur, mais en même temps, j'ai toujours un mouvement de réticence par rapport au fait que pour acquérir cette compétence et ce niveau de spécialité et de déficience dans ce domaine, malheureusement, ça oblige, ou alors il faudrait avoir des journées de 48 ou 72 heures, ça oblige à perdre de vue d'autres aspects, des aspects qui vont être peut-être philosophiques, spirituels. Alors heureusement, la science, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, hein, on connaît la formule. Dans le domaine scientifique, il y a des comités d'éthique, il y a des personnes qui prennent le temps, qui essayent d'avoir du recul et de réfléchir aux conséquences de toutes les technologies qu'on développe. Mais il y a quand même une tendance, par notre inféodation
au système économique et financier et l'impératif de gagner toujours de l'argent pour voilà, apporter de la richesse aux actionnaires qui financent les groupes pharmaceutiques, toutes les sociétés quelles qu'elles soient. Il y a ce risque d'aller toujours vers plus d'efficience sur l'instant, de l'efficience momentanée ou apparente, et de se fermer à tous les dégâts collatéraux, toutes les conséquences qu'on peut générer. Forcément, quand on lance un traitement médical, quand on lance une campagne de vaccination, quand on lance une nouvelle molécule, eh bien tout ça, ça va avoir un impact colossal sur le monde, et même si les personnes dans les labos se donnent beaucoup de mal pour... D'ailleurs, en ont-elles le temps et les moyens? Est-ce qu'on ne les presse pas aussi derrière parfois de mettre sur le marché des produits parce qu'il y a des marchés à prendre, parce qu'il y a des labos concurrents qui pourraient être positionnés plus rapidement, etc. Donc je ne me berce pas trop d'illusions par rapport à, effectivement, à ce principe de précaution qui devrait être omniprésent dans toute forme de recherche. Je pense que très souvent, effectivement, les acteurs de la recherche et du développement scientifique sont pressés de développer leurs technologies et de les mettre sur le marché, ne serait-ce que parce qu'il y a des impératifs économiques derrière. Et donc plus on va être cloisonné et plus on va être spécialisé dans nos tâches, plus on va perdre la capacité à répondre simplement à l'ensemble de nos besoins, et plus on va se mettre à la merci et se rendre tributaire des technologies et d'apports extérieurs qu'on ne maîtrise pas. Et il y a, à mon avis, deux façons de voir les interactions humaines. Ce qu'on appelle l'interdépendance, la coopération, qui n'est pas du tout, qui est en fait contraire, comme je le disais, à la spécialisation. Et quand on est spécialisé, on a l'impression de tout maîtriser, mais en fait non, on ne maîtrise pas. On a besoin de l'ensemble des spécialistes, chacun dans son domaine. Mais on perd une transversalité qui n'est pas forcément compatible avec la coopération. Et je pense que pour rester ouvert aux autres, aux apports des autres, et pour développer ce qu'on appelle l'intelligence collective, je pense qu'il faut être le moins en situation de carence par rapport à nos besoins. Et donc il faut satisfaire ces besoins de la manière la plus directe, la plus immédiate et la plus simple possible, sans recourir à trop d'énergie et trop de technologie. Et donc cette universalité qui était coutumière de nos anciens jusqu'à une période finalement pas très éloignée, moi je situe à peu près à la Renaissance, la période où on a commencé notamment à Descartes, je parlais du cartésianisme, mais déjà avant, avec le développement du commerce et des échanges internationaux, on a commencé à se spécialiser de plus en plus. Et d'une société largement autosuffisante, on est passé à une société dite développée, où chacun n'effectue plus qu'une partie des tâches nécessaires au fonctionnement de l'ensemble. Et ce faisant, je pense qu'on s'est privé d'une grande partie de notre liberté, puisque on ne maîtrise plus, et c'est mon cas, même si j'essaie de tendre vers le plus d'autosuffisance et le plus d'intégration possible à mon environnement direct, on est de moins en moins capable de répondre nous-mêmes à nos besoins. Je ne produis qu'une toute petite partie des aliments que je consomme, par exemple. Je suis complètement incapable de me déplacer, de communiquer autour de moi sans avoir tous les appareils qu'on a créés pour ça. Et plutôt que de m'en inquiéter, j'essaye simplement de réfléchir à la manière dont je pourrais en être le moins tributaire possible et comment je pourrais continuer à garder une certaine liberté. Et là, on en arrive forcément à comment apprendre et comment transmettre aux jeunes générations cette conscience que on ne peut pas toujours aller vers plus de technologie et vers plus de sophistication. Et ce que j'ai pu observer du monde de l'enseignement, puisque j'en ai fait partie pendant un quart de siècle, d'ailleurs moi-même j'ai été élève pendant plus de 20 ans pour devenir après enseignant, donc finalement c'est quasiment dans toute ma vie que j'ai baigné dans cet univers-là. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en survalorisant justement la spécialisation, on contribue à cet emballement et à cette nécessité d'être toujours plus performant sur un domaine toujours plus étroit et plus pointu. Et à mon avis, ça commence dès l'école, même dès la maternelle, par notamment les processus d'évaluation, dont l'objectif peut être, je veux bien l'admettre, de déceler les capacités, on va dire forces et faiblesses de chaque élève pour l'aider à suppléer ses difficultés ou ses carences et aller vers plus de réussite.
Mais je disais, je veux bien croire à cette volonté, mais tel que je l'ai vu fonctionner, j'en ai vu aussi des effets complètement désastreux, qui est de la démotivation, le fait de vouloir faire rentrer tous les enfants dans des petites cases, parce qu'il faut pouvoir dire s'il est A, s'il est B, s'il est C, ou s'il est NV, ou s'il est en cours de ceci, en cours d'acquisition, cela. Et dès qu'on commence à regarder, à disséquer l'enfant, et à le faire passer par un crible et une grille d'évaluation, je pense qu'on perd de vue son essence humaine et sa diversité, et on le fragmente. On le fragmente en compétences dans tel domaine, en capacité à répondre à telle sollicitation. Et donc je pense qu'il faut qu'on soit très prudents, nous pédagogues, enseignants, par rapport à ça. Ne pas oublier qu'un être humain c'est un tout, ne pas oublier que l'enfant qui bute sur une situation mathématique ou une question de grammaire qu'on lui a soumise, à laquelle la vie ne l'aurait peut-être d'ailleurs jamais soumis dans le monde réel, mais voilà, c'est un peu fictif, on introduit de la difficulté pour le stimuler, voilà, ça part d'un bon sentiment, mais ne jamais oublier que cet être, c'est un être qui a tout un vécu dans sa relation aux autres, dans son rapport à lui-même, qui s'insère aussi dans un contexte familial, social, etc. Et toute cette vision holistique un peu de l'être ne doit pas être là pour nous inciter à renoncer, à dire bah voilà, vu le contexte ou vu ce que vit tel enfant, bah, de toute façon il ne développera jamais rien d'intéressant, mais au contraire pour se réjouir de chaque réussite, de chaque capacité que peut avoir cet être. Et je me souviens en particulier d'une conversation où j'entendais deux enseignantes parler d'un enfant qui présentait de grandes difficultés sur le plan scolaire, et on sait qu'ils sont nombreux, malheureusement, et voilà, ça fait partie du quotidien des enseignants. Et à les entendre parler, ça a été très salutaire et très formateur pour moi, parce que je me suis dit, j'ai l'impression qu'ils ne parlent que d'un cahier de maths en parlant de cet enfant. J'ai l'impression qu'ils ne parlent pas du tout d'un être humain. Et je me suis permis d'intervenir, et ne connaissant que peu l'enfant, je voyais de qui il s'agissait, mais je ne l'avais pas pratiqué moi. Je leur ai demandé, mais pas pour les mettre en difficulté, pour les agresser, mais je leur ai dit, est-ce qu'il vous arrive de vous réjouir que cet enfant marche sur ses deux jambes, court, saute, respire, mange, vit, parle avec d'autres, écoute, et voilà finalement que cet enfant soit un être humain doté de presque toutes les capacités dont on peut rêver pour un être humain, sauf celle à résoudre un problème mettant en jeu la division, pour caricaturer, parce que c'était un peu ça le propos. Et les collègues étaient très surpris, et m'ont peut-être un petit peu chahuté en disant « Oui, mais toi, de toute façon, tu penses pas comme nous et tout, t'es toujours avec ramener des idées bizarres. » Mais je pense que ça a été salutaire parce que ça m'a aussi, moi, rappelé, dans ma pratique professionnelle, de toujours considérer l'élève avant tout comme un être humain et toujours de me réjouir de ce qu'il est capable de faire et de ne pas me focaliser sur les quelques mètres qui manquent pour atteindre ce que nous, on a décrété comme étant le sommet à atteindre absolument. Et c'est important dans la démarche de transition, parce qu'on est un peu là avec l'humanité. On a devant nous un Everest qu'il faut qu'on gravisse, comme l'enfant qui doit décrocher un bac, qui doit décrocher un master, qui doit s'insérer dans la vie active. On a une espèce de défi énorme qui nous est plus ou moins imposé. Et si on passe notre temps à regarder les quelques mètres qui nous manquent pour y arriver, mais on se décourage, on n'a plus la force d'avancer. Alors que si on peut de temps en temps se retourner et dire « bon sang », c'est vrai que j'ai l'impression que cet Everest, ça va être quelque chose, là, pour arriver à une société en transition et pour arriver à un point d'équilibre et pour arriver à une vie meilleure, il reste encore du chemin. Mais quand je vois d'où on part, waouh, mais c'est merveilleux tout ce chemin qu'on a déjà parcouru. Et je peux même partager ce bonheur avec d'autres qui marchent à mes côtés en disant, vous vous rendez compte ? Tout ce qu'on a déjà gravi, mais c'est fou. Moi, je suis né dans les années 60, dans une société ultra-consumériste, où on n'avait aucune considération pour la valeur humaine, et maintenant, on en est effectivement à développer des notions de bienveillance, à développer des notions de coopération, de démocratie participative, d'intelligence collective. Et donc,
voilà, je fais de temps en temps ce petit exercice de me rappeler aussi, pour ne pas juger les autres, aussi de me rappeler d'où je viens, de me dire que moi je suis ce type qui est engagé dans les mouvements de transition, qui a fondé Vallée de Münster en transition, qui a écrit des livres où il est question d'un monde nouveau, d'un monde meilleur, et je suis ce type qui, il y a 30 ans, traverser la ville de Strasbourg avec une voiture, ce type qui fumait, ce type qui buvait de l'alcool, qui mangeait de la viande à tous les repas. Donc quand j'ai envie parfois de secouer un peu les autres autour de moi en disant « mais regardez comment vous vivez, ce que vous faites, enfin c'est absurde », je prends une grande respiration et je me dis « n'oublie pas d'où tu viens mon bonhomme, n'oublie pas qui tu es. Toi aussi tu as développé ces habitudes qui te sautent maintenant aux yeux chez les autres, mais voilà, qui faisaient partie de ta vie. » Et donc, je pense que ça devrait nous amener à beaucoup de modestie, à beaucoup de bienveillance forcément, et à beaucoup d'accueil des différences et des différents stades d'évolution, que ça soit dans la pédagogie dont je viens de parler à l'instant, que ça soit dans nos relations humaines, que ça soit dans la façon d'appréhender l'entreprise, d'appréhender le monde associatif ou la vie politique. Voilà. Mais à la base, si on est conditionné dès le plus jeune âge à être en rivalité, à être des requins et à lutter contre les autres pour leur prendre une place qu'on souhaite occuper nous-mêmes, je pense que ça sera plus difficile que si dans la pédagogie on arrive déjà à intégrer cette notion de coopération. Un cap, à mon avis, majeur a été franchi il y a une douzaine d'années, autant que je me souvienne, dans la notation des élèves du lycée, quand on leur a demandé de remettre des travaux, des TPE, donc des travaux personnels encadrés, où tout à coup on s'est mis à intégrer dans le cursus des démarches coopératives où des élèves pouvaient prendre du temps pour réaliser un dossier, faire des recherches à 2, à 3, à 4 et rendre compte collectivement de leur travail. Et je sais que mes enfants ont eu la chance de bénéficier de cette, on va dire de cette phase dans l'évolution des pratiques pédagogiques, et je sais qu'ils en ont retiré beaucoup parce que ça leur a permis effectivement d'interagir avec d'autres, d'accepter de prendre en compte les degrés de performance variables qu'il peut y avoir d'un élève à un autre, et avec tout ça d'essayer d'en tirer le meilleur et de produire quelque chose de valable. Donc la pédagogie, voilà, c'est une pédagogie qui n'est pas seulement à développer dans le cadre du milieu scolaire et des institutions, mais qui est aussi à développer dans toute démarche pédagogique et éducative, qu'elle soit dans le milieu familial ou dans la sphère privée, pour que chacun puisse progresser petit à petit vers plus de coopération et moins de rivalité. Alors c'est bien sûr un sujet qui me tient à cœur en tant qu'ancien enseignant, et comme j'ai mis fin de manière assez abrupte et en tout cas tout à fait imprévue à ma carrière pédagogique, j'ai transféré ça, on va dire poursuivi cette réflexion par l'écriture à travers un roman qui raconte mes grands bonheurs et mes grandes joies, et aussi mes difficultés en tant qu'enseignant. Et ça a été, à mon avis, salutaire pour moi déjà parce que c'était très thérapeutique, mais ça a permis aussi peut-être de semer des petites graines dans l'esprit des pédagogues encore on va dire en activité autour de moi, pour qu'ils se demandent toujours effectivement de quelle manière est-ce qu'on peut contribuer à faire émerger ce monde nouveau, ou au contraire, de quelle manière est-ce qu'on risque de contribuer à l'entraver pour qu'il ne puisse pas émerger. Alors, la grande question, c'est à quoi vont ressembler les 100 prochaines années, ce siècle qui est déjà entamé depuis une vingtaine d'années, mais à quoi ressemblera ce 21e siècle? Eh bien, j'ai tendance à dire, il sera ce que nous en ferons, puisque on entend ici ou là des voix qui s'élèvent pour dire « Ah, mais il faut que les hommes politiques fassent les bonnes lois, il faut que les industriels développent les bons produits, les bonnes technologies, il faut que ceci, il faut que cela, yaka, faucon ». Après, la vraie question, c'est comment est-ce que moi je vais traverser ce siècle, et quelle impulsion est-ce que je vais donner dans mes comportements à moi, quel impact est-ce que je vais avoir? Parce que
c'est vrai que notre société est organisée de manière pyramidale. Les simples citoyens que nous sommes se choisissent des représentants qui eux-mêmes voilà, sont soumis aux décisions de leurs supérieurs, etc. Et on fait redescendre comme ça les décisions et les contraintes. Mais il ne faut pas oublier que les seuls à bénéficier d'une marge de liberté totale dans cette affaire sont les simples citoyens. Pour avoir été élu à un échelon local, donc vraiment la première strate des élus, j'ai vu que dès qu'on gravit un degré dans cette pyramide, on perd énormément de liberté. Parce qu'on a tout un tas de contraintes qui s'imposent à nous. Et donc, en ayant vu fonctionner ça, je suis conscient que tout au sommet de la pyramide, ceux qui sont censés prendre les bonnes décisions et faire en sorte que ce prochain siècle soit un parcours semé de pétales de rose, ont finalement une marge de manœuvre extrêmement réduite. Je ne vois pas un président de la République prendre demain matin en Conseil des ministres un arrêté décrétant que désormais il est interdit de consommer de la viande ou que chaque habitant ne pourra plus parcourir que 2000 km par an en voiture. Ça serait déjà, c'est pas ce qu'on attend de lui, et ça ferait un tel tollé que le type il aurait éventuellement une ou deux minutes d'espérance de vie, je pense pas beaucoup plus. Donc si tout en haut on n'est pas libre de prendre les décisions nécessaires à notre salut, ça veut dire qu'il faut que ces décisions soient prises par chacun de nous, à la base. Et c'est le principe du colibri, que si chacun fait sa part et qu'on met bout à bout toutes ces initiatives, on va finir par obtenir des résultats. Alors certes, c'est délayé dans le nombre que nous sommes. C'est vrai que 7,8 milliards d'individus, d'ici qu'il y ait une cohérence dans les actions et qu'on prenne tous le même chemin, il y a encore de la marge justement du fait de nos rivalités, du fait des contraintes différentes qui s'imposent aux uns et aux autres. Mais on a quand même une conscience collective qui commence à émerger là, dans une démarche, on appelle ça bottom-up parce qu'on aime bien les mots anglais, ça fait plus sérieux, mais en tout cas une démarche qui émerge vraiment des individus et des consciences de chacun, pour prendre nous-mêmes les décisions. Je parlais de la consommation de viande ou des trajets en voiture. Autant le président de la République ne va pas imposer le végétarisme dans le pays, et d'ailleurs ça serait un désastre parce que ça désorganiserait totalement toutes les filières, ça mettrait à mal des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de gens, et ça serait même culturellement une destruction terrible. Autant individuellement, je peux, moi, prendre la décision de manger de la viande plus rarement, une viande de meilleure qualité, dont je connais la provenance, en circuit court, etc. Et ça, aucune loi ne m'en empêche, heureusement. Avec l'évolution des lois type Business Secret et les accords type TAFTA et autres, on peut se demander jusqu'à quel point l'individu, le citoyen, restera libre de ses choix économiques avec le matraquage publicitaire, etc. On sait que les marges ne sont pas si larges que ça, mais en tant que simple citoyen, le seul cadre qui s'impose à moi est celui de la loi. Donc tant que je n'enfreins pas de loi, je peux manger moins de viande, je peux rouler moins avec mon véhicule personnel, je peux utiliser moins d'énergie dans mon quotidien et à mon domicile, je peux rencontrer d'autres personnes, réfléchir avec elles, partager des idées et des réflexions. Et donc c'est cette énergie-là qu'il faut qu'on utilise. Et si on est capable de la faire, pour en revenir à la question des 100 prochaines années, on arrivera peut-être à éviter une modification rapide et brutale qui pourrait prendre la forme d'un collapse ou autre. Je parlais du fait qu'on marche sur une planche et qu'à tout moment la planche peut basculer et que tous les équilibres peuvent se trouver perturbés. Pour ma part, je souhaite qu'on soit capable de faire d'impulser ce changement, et il est en train de s'opérer, mais qu'on le vive et qu'on le mette en œuvre suffisamment rapidement pour ne pas arriver à un point de non-retour qui nous obligerait à passer par des périodes de grande déstabilisation et de très grand inconfort. Donc je suis partagé entre d'une part l'optimisme qui m'incite à voir tout ce qu'il y a de bon dans l'homme et toutes les démarches qui sont déjà à l'œuvre et les millions, pour ne pas dire les milliards de personnes qui prennent conscience que notre avenir commun repose sur les comportements de chacun et commencent à faire des gestes, à aller vers plus de sobriété, à avoir plus de respect pour eux-mêmes, pour leur corps, pour ceux qui les entourent. Et d'un autre côté, cette force qui est inquiétante ma foi, mais qui a en même temps été un gage de stabilité pendant de longs siècles et de longs millénaires, qui est la force d'inertie, qui à mon avis, avec la gravitation, est la force la plus puissante à l'œuvre sur Terre. L'inertie, c'est ce qui nous bloque dans notre capacité à changer et dans notre capacité à envisager de nouveaux fonctionnements. Et on sait maintenant avec le développement des neurosciences qui ont leurs limites, mais qui ont apporté pas mal de choses,
que l'homme, quand il est en situation de stress, a toujours tendance à se replier. Alors il y a 3 comportements qui émergent selon les neuroscientifiques, soit la fuite pour fuir la cause du problème, soit la tétanie pour, comme un animal traqué pour se faire oublier et attendre que ça se passe, soit l'agressivité pour se défendre et sauver sa peau. Et dans le cas de nos comportements collectifs, eh bien cette inertie, c'est ce qui nous empêche d'être créatifs. Et la créativité, je pense que c'est une énergie dont on a absolument besoin maintenant, puisque autant on a longtemps appliqué les mêmes schémas, autant maintenant on sait qu'on est au bout de ces schémas-là. On sait que le monde tel qu'on l'a connu ne peut pas rester sur la même dynamique. Une croissance infinie dans un monde fini, ça n'a effectivement pas beaucoup de sens. Et donc on sait que l'énergie qu'il faudra qu'on mobilise, c'est la créativité. Mais pour que la créativité puisse fonctionner et puisse se développer, se partager, il faut être en confiance, sinon, comme l'ont démontré les neurosciences, on retombe sur le fonctionnement du cerveau reptilien, on se replie sur les comportements anciens, parce que ça a un effet rassurant de faire comme on a toujours fait, comme faisait papa, comme faisait grand-papa. Mais en l'occurrence, quand papa et grand-papa faisaient des choses peut-être assez préjudiciables pour l'équilibre des écosystèmes, si on en revient à la méthode de papa et de grand-papa, on va creuser, on va amplifier les problèmes. Donc je n'ai pas de boule de cristal. Je serais bien présomptueux de dire à quoi va ressembler le siècle qui vient, mais ce qui est, à mon avis, certain, et je crois que c'est la seule certitude qu'on peut avoir, qui génère d'ailleurs un certain stress dans les milieux de la transition et des personnes qui s'interrogent sur les évolutions à venir, c'est que ça va changer, et ça va changer très vite. Alors après, est-ce que ça sera un changement rapide, mais souhaitable, heureux, épanoui et jubilatoire, ça c'est ce que je souhaite, et c'est à ça que je souhaite contribuer, ou est-ce que ça sera un changement dans la douleur parce qu'on aura trop attendu? Ma foi, c'est une des possibilités, ce n'est pas la seule, et c'est pas parce que on entend parler de collapse ou d'effondrement qu'il faut arrêter d'anticiper en disant comme de toute façon ça va se casser la figure, autant profiter le plus longtemps possible, parce que c'est précisément ce genre d'attitude qui peut mener à un effondrement, alors qu'il est peut-être encore évitable si au contraire on se dit que l'effondrement ait lieu ou pas, moi je vais changer ici, maintenant, et le plus vite possible et de manière la plus efficace possible, et surtout en étant suffisamment dans la joie et dans l'enthousiasme pour entraîner d'autres personnes avec moi, parce que si je suis effectivement, on va dire, une source d'agression pour mon entourage, ça ne va pas du tout inciter celles et ceux qui se trouvent autour de moi à cheminer avec moi et à chercher à coopérer avec moi, ça va juste les inciter à fermer les écoutilles, les yeux, les oreilles, et la réaction classique c'est « ne viens pas nous embêter, nous on ne veut pas le savoir, on ne veut pas voir, on ne veut pas réfléchir à ça, on veut profiter de la vie ». Donc profitons de la vie, mais ensemble, et avec enthousiasme, et si possible dynamique et courage, et du coup, peut-être que nos enfants auront la chance d'avoir une vie un peu plus simple que celle qu'aura été la nôtre. Alors s'il y avait un message à lancer en direction des jeunes générations, je dirais, puissiez-vous, vous qui nous suivrez sur Terre, avoir la capacité à ne pas vous enfermer dans du ressentiment par rapport au monde qu'on vous a légué. C'est vrai que notre génération, les générations précédentes, portent une lourde responsabilité. Les défis qu'on vous met sur le dos sont lourds, sont vraiment cruciaux. Et donc il pourrait y avoir, chez certains, et il y a chez certains jeunes, une tendance à être dans le ressentiment et à s'estimer victime en fait de l'attitude de leurs prédécesseurs sur Terre. Mais en étant dans cette posture, d'abord ça favorise un clivage entre les générations, entre effectivement peut-être des personnes qui ont déjà amorcé certains changements et qui peuvent en témoigner et qui peuvent, on va dire, donner envie d'impulser des choses, et des jeunes qui seraient éventuellement prêts à les suivre, sauf si effectivement ils se renferment dans cette souffrance. Et il y a beaucoup de stress par rapport aux enjeux environnementaux, ça entraîne des nouvelles formes de dépression, de burn-out, et le stress environnemental est un facteur de stress énorme actuellement qui en passe de dépasser le stress lié au monde du travail et aux relations familiales notamment. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas minimiser.
J'ai envie de dire, bah voilà, on aura fait ce qu'on a pu, on a commis énormément d'erreurs, comme tout être humain commet des erreurs, quel que soit son âge, quelle que soit l'époque à laquelle il a vécu ou vivra sur Terre. En revanche, je pense que ce qu'il est très important de conserver, c'est déjà son intégrité physique, morale et mentale. Et ça passe par une consommation raisonnée par rapport à de la malbouffe, à des perturbateurs endocriniens, à des pesticides, à des colorants, à tout ce que, par l'effet de la publicité, du mimétisme, etc., on peut faire ingurgiter aux jeunes et qui nuisent gravement déjà à leur équilibre et à leur équilibre physique et psychique. Donc prenez soin de vous, méfiez-vous aussi des technologies qui vous asservissent. Ne soyez pas esclaves des modes de communication numérique, etc. Restez des êtres libres, des êtres dotés de sens critique. Affranchissez-vous des objets connectés, n'acceptez pas d'être téléguidés par des parents ou par des opérateurs, quels qu'ils soient, animés de quelque intention que ce soit. Prenez de la distance par rapport aux messages publicitaires, à tous les pièges dans lesquels on veut vous faire tomber. Parce que la différence majeure entre les générations qui viennent au monde depuis quelques années maintenant et la génération dont je fais partie, moi, né à la fin des années 60, c'est que nous, quand nous sommes nés, nous étions encore, avant tout, des êtres humains. Ceux qui nous ont suivis, au moment où ils entrent dans la vie, sont avant tout des consommateurs. Et il y a eu une révolution terrible qui s'est opérée là dans on va dire, la fin du XXe siècle, qui a tendu à transformer des êtres vivants, nés, réputés libres, intègres et en capacité de gérer leur avenir et leurs décisions, en des êtres effectivement complètement enfermés dans du communautarisme, dans du consumérisme où on dirige la vie des gens et on veut les faire aller dans telle ou telle direction. Donc soyez libres, sentez-vous libres, ayez du respect pour vous-même. N'acceptez pas qu'on vous dénigre, qu'on restreigne vos libertés au-delà de ce qui est acceptable. Bien sûr, il faut un minimum de discipline, il faut rentrer plus ou moins dans le moule, il faut s'insérer dans la société. On peut pas tous toujours être d'une liberté absolue et totale, mais restez des êtres humains. Pensez à respecter la vie c'est vous, la vie c'est ceux qui vont vous suivre sur Terre, et je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux. Donc voilà, s'il y avait moyen de nuire le moins possible à tous les êtres vivants, humains, non humains, végétaux et à tout ce qui nous entoure, je pense que ça sera un grand bienfait pour tout le monde.